Bonjour mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Vous le savez très bien, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche pour parler d'un sujet d'actualité, pour parler aussi de plusieurs autres types de sujets. Alors ce week-end, ce dimanche, nous allons parler politique. L'actualité recommande que les thèmes politiques soient abordés. Et nous parlerons justement de l'Union progressiste, le renouveau. Nous sommes au siège de ce parti politique qui se réclame être la première force politique du Bénin. Vous avez suivi qu'il y a eu quelques mouvements au sein de cette formation politique. Nous en parlerons dans quelques minutes. Nous parlerons également de la participation de l'Union progressiste à l'animation de la vie politique, notamment à l'Assemblée nationale. Et puisque l'actualité, c'est aussi le coup d'État au Niger et surtout la position de la conférence des chefs d'État, nous en parlerons également avec notre invité. Il est député à l'Assemblée nationale. Il s'appelle David Godonou-Ouensa. Il est membre du bureau de l'Assemblée, deuxième secrétaire parlementaire notamment. Avec lui, nous aborderons ces quelques points politiques, comme je l'ai annoncé, mesdames et messieurs. Monsieur le député David Godonou-Ouensa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'entretien du dimanche. C'est un plaisir partagé. Alors, que se passe-t-il concrètement dans votre parti politique, l'Union progressiste, le renouveau? On sent un peu trop de mouvement au sein de votre formation politique. Merci de nous donner l'opportunité de dire un peu ce qui se passe au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Vous savez, il y a un peu plus d'un an, le 12 juillet 2022, le professeur Joseph Fifame Diogbenou, alors président de la Cour constitutionnelle, a démissionné pour prendre les rênes de l'Union progressiste. Ça déjà, c'était bizarre pour nous. Oh, vous savez, dans la vie de l'évolution des institutions, il y a des moments donnés des choix qu'on fait pour être au service de la nation. Il était déjà membre de l'Union progressiste, le renouveau? Bien sûr, il était membre de l'Union progressiste. Il était membre de l'Union progressiste. En tant que président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y avait pas quelque Dès chose lors que vous êtes militant d'un parti et que vous prenez la responsabilité à un niveau donné, vous n'exercez plus, vous continuez d'être membre, mais vous ne pouvez pas intervenir dans les organes. C'est ce que ça signifie. C'est pas parce qu'on est membre qu'on démissionne d'un parti, mais vous ne pouvez plus prendre des responsabilités au sein du parti. Mais il prend la tête de l'Union progressiste de renouveau après avoir démissionné. Sans congrès. Sans congrès. Non, il y a eu des concertations au niveau donc, du parti. Il y a eu des réunions statutaires qui ont eu lieu avant la démission. Ce que vous ne savez pas. D'accord. Un mois après, environ, le 21 août, l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique se sont mis ensemble pour créer l'Union progressiste, le renouveau. Et dans la foulée, il y a eu plusieurs partis qui ont adhéré à l'Union progressiste, le renouveau. Notamment, je peux citer en passant le BUD du président Roulé, le LNA du président Yarou et le PR du président Koti. Alors, et le 8 janvier 2023, nous sommes allés aux élections et nous en sommes sortis avec 53 députés sur 109, ce qui montre à suffisance la place prééminente de l'Union progressiste, le renouveau dans l'échiquier politique national. Alors, ces événements nous amène à nous repenser sur les statuts qui sont les documents fondamentaux donc, du parti. Et c'est ce qui nous a amené, après plusieurs concertations, plusieurs réunions, à modifier les statuts donc, du parti. Alors, vous modifiez les statuts sans congrès toujours? Non, pas sans congrès, parce que vous savez, la vie d'un parti est gérée, codifiée par plusieurs organes. Et chaque organe a ses attributions. Nous en reviendrons tout à l'heure. Pour de modifier les statuts? On a procédé à l'amélioration des statuts, à des modifications substantielles du parti. Et quand on le fait, chaque fois, on prend les dispositions légales en cours, puisque la vie des partis est régie par des dispositions statutaires. Donc, une fois que c'est fait, nous prenons les dispositions pour rendre ces statuts tout à fait dans la légalité. Donc, après les modifications intervenues, il était tout à fait normal
que de nouveaux organes soient mis en place. C'est ce qui s'est passé le 12 août 2023, où nous avons procédé formellement aux modifications donc, des statuts, puis ensuite à la mise en place des organes centraux du parti, notamment le bureau politique, la direction exécutive nationale et puis la haute direction politique. C'est ce qui s'est passé le 12 août dernier. Mais malgré tout, on a le sentiment, l'opinion publique a le sentiment que les organes au sein de l'Union progressiste de renouveau ne sont pas définitifs. Il y a trop de mouvements, ça bouge trop. Comment on peut expliquer ça? On peut penser à beaucoup de choses, mais la réalité fondamentale d'une organisation ou d'une institution, c'est qu'il y a des dispositions que l'on suit. En fait, de gestion d'une organisation comme un parti politique, l'organe qui est l'organe central de décision, l'organe suprême de décision, et dans le cas d'espèce, c'est le Congrès, puis ensuite l'organe et le Conseil national, qui est aussi un deuxième organe de décision. Et il y a un troisième organe qui est le bureau politique, qui est un organe de décision aussi. Vous voyez, donc il y a 3 organes de décision. Mais ces organes opèrent suivant des dimensions temporelles. Le Congrès se réunit tous les 5 ans, le Conseil national tous les 2 ans, et puis le bureau politique chaque année. Mais c'est des organes de décision. Donc, le bureau politique étant un organe de décision permanent, nous avons modifié les statuts et nous avons mis en place le bureau politique. Et nous avons procédé à la mise en place des autres organes conformément aux dispositions de nos statuts. D'accord. Donc, en réalité, il n'y a pas de situation provisoire ou autre. Le moment venu, l'Union progressiste du renouveau ira au Congrès, ira au Conseil national et le bureau politique aussi va se réunir. Mais c'est pourquoi le Congrès s'est annoncé pour les mois ou les jours ou les semaines à venir. Oui, nous ferons le Congrès en son temps. Quand? Exactement, vous ne savez pas? Et la décision n'est pas encore prise, mais nous sommes en train de nous organiser. Quand le mois venu, la décision sera prise, vous serez informés. Mais vous n'avez jamais fait de congrès au sein de l'Union progressive. Ah non, ne dites pas ça. Parce que en réalité, l'Union progressive, le renouveau, est née le 21 août 2022. Mais avant que l'Union progressiste ne naisse, il y a eu des réunions statutaires au niveau de toutes les entités qui ont créé l'Union progressive, le renouveau. C'est ça que vous appelez congrès? Non, ce n'est pas le congrès. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'évolution d'une organisation, je vous dis, il y a des moments où l'organisation, il y a des améliorations qui se font, et qui se font du moins. Et quand ces améliorations se font, c'est l'ambition, ce qu'on appelle l'ambition collective, qui est le vivre ensemble de tout ce qui adhère à une organisation, c'est les statuts, le règlement intérieur. Et il n'est pas admis qu'on attende 5 ans, c'est-à-dire qu'à long terme ou à moyen terme, pour pouvoir faire les modifications qui conviennent. C'est ça la vie d'une organisation. Donc ce qui est fait, c'est ce qui se fait et c'est normal. Donc il n'y a rien qui soit anormal à ce niveau. D'accord. Alors on constate que depuis le 12 août dernier, ce n'est plus un directoire qui gère l'Union progressiste. Est-ce que notre constat est réel? Ah oui. En fait, les modifications intervenues, on peut les caractériser par 3 éléments essentiels. Monsieur le député. C'est-à-dire, en fait, il y a eu un redimensionnement. Ensuite, il y a eu un recentrage, un élargissement. Alors, les bureaux qui ont été mis en place, les 3 bureaux, nous avons le bureau politique qui, initialement, d'une centaine de membres est passé à 300 membres. Cela pour prendre en compte l'ensemble des sensibilités politiques qui font partie intégrante désormais de l'Union progressive, le renouveau, les différents leaders politiques qui sont, les leaders d'opinion, tous les acteurs politiques à tous les niveaux, parce qu'il est important de faire un maillage territorial qui nous permet de vraiment jouer notre rôle de parti leader du Bénin. Oui, mais 300 personnes dans un bureau. Ça se réunit chaque année. Ça se réunit. Vous savez, il y a des bureaux politiques, il y a des partis qui ont des bureaux politiques composés de 2000 membres, vous le savez. Alors donc, à l'échelle du Bénin, que nous ayons pour le premier parti, un effectif de 300, c'est rien du tout. À côté de 2000. Si vous le dites. Alors, la direction exécutive nationale est passée d'une quarantaine à une soixantaine de membres, dont les membres de la haute direction politique qui sont 9. Donc, vous voyez, le présidium a été remplacé par la haute direction politique, qui est dirigée par le président Joseph Djokbenou, le vice-président, la vice-présidente Mme Talata,
Zimé, et puis le secrétaire général, l'honorable Benochi, le secrétaire général adjoint moi-même, puis le trésorier Noémon Domitien, et 4 autres membres, dont le président de l'Assemblée, l'honorable Vlavono Louis, et le président Akena Tondé, le maire Bio Sarako, et puis enfin le maire Wetienou Christian. Donc, c'est l'organe qui, en fait, assure la coordination de toutes les tâches du parti, étant donné que la direction exécutive nationale est l'organe qui met en œuvre les décisions du conseil du bureau politique, et elle s'appuie sur une structure qui assure l'administration du parti. Donc nous sommes bien outillés désormais pour travailler, et nous verrons les perspectives par la suite. Alors, est-ce qu'on peut dire, monsieur le député David Godonou-Ouessa, que le président Djokbenou a aujourd'hui plus de pouvoir qu'hier? Le président Djokbenou est légitimement investi aujourd'hui comme président de l'Union progressiste Le Renouveau. D'accord, ce n'est plus qu'il est à la tête d'un présidium, c'est fini ça? Non, il est président de l'Union progressiste Le Renouveau, comme, officiellement, formellement et statutairement. Comme on l'a au niveau de votre frère jumeau ou sœur jumelle, frère jumeau, le parti BR, le bloc républicain. C'est exactement comme ça. Là-bas aussi, et ils sont passés de secrétaire général national à président. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? Non, nous n'allons pas faire des comparaisons du genre. Vous êtes de la même famille? Nous sommes de la même famille, c'est vrai, parce que nous appartenons à la majorité présidentielle. Mais chaque parti a ses statuts, a ses organes, et les organes mis en place tiennent compte des dispositions statutaires. Donc, ce qui est fait au niveau du bureau du bloc républicain tient compte des dispositions statutaires. D'accord. Alors, mais dans le cadre des mouvements que vous avez pu faire depuis le 12 août dernier, quelle place avez-vous réservée à la jeunesse du parti? Dans nos statuts, il est prévu que les jeunes prennent au moins 30% des places au niveau des organes, les femmes également 30%. Et ça a été respecté dans la mise en place de tous les organes. Donc les jeunes sont vraiment bien représentés. À part cette réforme dont vous avez parlé, quelle autre réforme avez-vous faite au sein de l'Union progressiste de renouveau concernant les documents, les organes? Les attributions des organes ont été mieux précisées pour permettre une gestion suffisamment fluide, une gestion assez performante et qui nécessite à la fois une prise de décision accélérée et une mise en œuvre des activités sans retard. Et là, on a vu les attributions des organes dans ce sens. Et là, je vous assure que désormais, l'Union progressiste, le renouveau, est sur vraiment les rails pour bien fonctionner. D'accord. Monsieur Ouessa, quand on fait ce type de réaménagement, c'est qu'on prépare quelque chose. Qu'est-ce que vous préparez? Quels sont les défis, les enjeux qui vous amènent à modifier vos statuts tels que faits? Bon, en fait, la modification des statuts est tout à fait nécessaire parce que l'Union progressiste, le renouveau, est né il y a 1 an. Il y a eu de nouvelles forces qui sont arrivées, donc il faut pouvoir réaménager les statuts. La mise en place des organes et autres, et l'amélioration de ces statuts est dans une perspective de mise en place de l'ensemble de nos organes, parce que nous avons mis en place les organes centraux. Et très prochainement, nous mettrons en place les organes au niveau de la base, les cellules au niveau donc des villages, les sous-sessions au niveau des arrondissements et les sessions au niveau des communes. Puis ensuite, on aura les sessions des circonscriptions électorales et les sessions de la diaspora. Il faut dire qu'au niveau des villes à statut particulier, le découpage n'est pas exactement la même chose. Dans une ville comme Cotonou, Porte-Nouveau, il aura plusieurs sessions. Donc, cela étant, on aurait bouclé ainsi la mise en place de l'ensemble des organes. Et nous serons ainsi prêts pour continuer d'animer la vie
politique de notre pays, et puis nous ferons face donc aux échéances qui sont prévues par les dispositions statutaires. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le présidium, enfin pas le présidium, la tête La de haute parti, la haute direction direction politique, telle que présentée aujourd'hui, nous donne une vue limpide ou claire sur les prochains candidats, le ticket présidentiel de l'Union progressiste, le renouveau en 2026? C'est trop tôt de le dire parce que, vous savez, nous sommes dans un parti bien organisé, bien structuré. Et la décision de présenter le candidat d'un parti, c'est une décision qui se prend au niveau du parti. Et le parti a plusieurs organes, et en son temps, les organes vont statuer pour prendre la décision qui s'impose. Oui, mais il y a quand même des personnalités de l'Union progressiste qui travaillent déjà dans l'ombre pour un candidat. Comment vous gérez tout ça? Parce qu'il y a beaucoup d'animation. Ah, absolument, ce n'est pas le lieu de donner des noms, mais on sait très bien que des membres de l'Union progressiste de Renouveau suscitent la candidature déjà d'une personnalité politique et travaillent même pour la réalisation de cette candidature alors qu'ils sont membres de votre parti, peut-être même des instances. Comment vous gérez tout ceci? Vous voyez, M. Ouassar? la vie politique est une vie tout à fait ouverte et librement consentie. Et vous qui êtes là aujourd'hui, si vous êtes membre d'un parti, des amis peuvent dire « Ah, pour les prochaines élections, c'est vous où on suscite votre candidature ». Ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème si vous remplissez les conditions pour aller aux élections. Des amis, des sympathisants pour susciter votre candidature. Mais le moment viendra où les partis, qui sont les partis légalement admis et qui animent la vie politique, vont, s'ils le désirent, statuer sur la candidature éventuelle qu'ils vont présenter aux élections. Et en son temps, l'Union progressive, le renouveau, et nous sommes dans une famille politique. Notre famille politique va choisir un candidat, et une fois que le candidat aura été choisi, nous suivrons tous. Il n'y a aucun problème parce que nous avons un parti discipliné. Vous ne craignez pas des cas d'indiscipline? Non, du tout, il n'y en aura pas. Nous sommes dans une famille politique bien disciplinée. Nous constatons dans votre bureau politique ou de votre haute direction ou haut directoire, tous les noms que vous voulez. La haute direction politique. Voilà, qu'il y a des entrées de leaders politiques comme Valentin Aditi Roudé, comme Théophile Yarou, comme M. Koti Natanaël et tout le reste. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas des points de vue totalement différents, je veux dire? Et à quoi cela répond de mettre ces personnalités-là dans la haute direction politique? Non, ils ne sont pas dans la haute direction politique, mais ils sont au niveau de la direction exécutive nationale, qui est un organe de mise en œuvre des décisions du bureau politique. Donc, ils sont à un niveau suffisamment élevé, qu'on peut vouloir occuper dans un parti comme celui-là. Alors, leur présence, de notre point de vue, ne pose aucun problème. Vous avez vu ces personnalités politiques qui ont cru et qui croient encore, et nous croyons tous, aux réformes du système partisan. Vous y croyez encore? Nous y croyons fermement, puisqu'en réalité, aujourd'hui, nous avons sur l'échiquier de notre pays combien de partis politiques. Et ça fait des économies pour le pays. Et ça fait des économies pour tous les acteurs politiques. Imaginez-vous, nous avons à l'Assemblée nationale aujourd'hui 53 députés de l'Union progressiste, le renouveau. À supposer que ces 53 députés proviennent d'une dizaine de partis politiques. Pensez-vous que nous pouvons avoir une unité d'action pour accompagner le gouvernement dans les réformes en cours qui améliorent de façon structurelle la vie économique, culturelle et politique de notre pays? Ce n'est pas possible. Donc en réalité, le fait que nous avons beaucoup de partis et les partis se déchirent compte tenu des intérêts relativement égoïstes ou personnels, ça retarde l'évolution des pays. Oui, si nous ne travaillons pas, écoutez, si on ne travaille pas pour créer de la richesse, on ne peut pas partager. Et pour créer de la richesse, il faut accompagner le gouvernement dans les réformes. Donc vous voyez, le fait de ne pas... Oui, les réformes sont pertinentes. Donc vous voyez, ces personnalités qui sont venues y croient, et nous estimons que ce n'est pas parce qu'on est dans un parti politique, qu'on a été acteur, qu'on prend coûte que coûte telle ou telle responsabilité. Non.
il y a suffisamment de la place dans chaque parti ou dans chaque structure du gouvernement pour que chacun soit au niveau où il est, soit utile. Oui. Parce que la réalité, c'est être utile à son pays. Et de quelle manière? C'est ça ce qui est le plus important. Donc, moi, je pense que ces personnalités n'ont aucun problème. Ils sont là, ils travaillent ensemble. Et il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de frustration. Vous avez vu le 12 dernier, c'était une très belle fête. Alors, donc, vous voyez, il n'y a aucun problème par rapport à leur participation, leur implication dans la gestion du parti. Les démocraties que nous copions ne limitent pas forcément le nombre de partis politiques. Et en France, aux États-Unis, il y en a beaucoup. Quelques-uns, peut-être, à un certain niveau, sont représentés, mais ça n'a pas tué ces pays-là. Vous voyez, monsieur le député. Le mimétisme a fondamentalement retardé l'Afrique. Mais pourtant, vous, dans votre bureau politique... Attendez. Nous sommes profondément des démocrates, des gens qui croient à l'expression de la social-démocratie, mais il ne faut pas copier pour copier. Il faut tenir compte des réalités de chaque pays. Et c'est ce qui a manqué aux pays africains, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue culturel. Si nous ne tenons pas compte des réalités de nos pays, de chaque pays, nous ne pouvons pas avancer. Imaginez-vous aujourd'hui, je prends l'exemple des leaders que nous appelons les têtes couronnées. Il y a une loi en cours pour codifier le fonctionnement. Mais c'est important pour nous, pour notre pays, ne pas reconnaître l'existence de ceux-là dans la gestion du pays. Ce serait une catastrophe. Or, si nous devons imiter ce qui se fait à l'extérieur, on n'aurait jamais de place pour... Vous voyez, donc en réalité, il ne faut pas imiter pour imiter. Ce que nous faisons, nous tenons compte des réalités de notre pays. Vous avez vu l'effectif du bureau politique et vous vous êtes étonné pour dire 300. Mais là, beaucoup diraient ça. Mais lorsqu'on voit ce que nous sommes aujourd'hui comme parti dans le pays et fait un maillage territorial qui prend en compte l'ensemble de tous les acteurs politiques concernés, ce n'est pas beaucoup. Mais nous n'allons pas imiter un autre parti, par exemple, que ce soit en Côte d'Ivoire ou je ne sais où, dont le nombre dont l'effectif du bureau politique est à 100, on va dire parce qu'ils sont à 100, nous restons à 100. Non. Oui, donc, il faut tenir compte des réalités de chaque pays. Oui, mais vous avez copié ceux qui sont à 2000. Non, nous n'avons pas copié. Non, vous avez dit qu'il y en a qui sont à 2000. Non, vous avez estimé que 300 c'est trop. Et je vous dis 300 n'est pas trop parce qu'il y a des partis qui ont 2000. Mais vous avez comparé. Donc, c'est pour vous dire qu'au Bénin... Nous n'avons pas copié. Nous n'avons pas copié, mais il était bon pour te dire que nous n'avons pas exagéré, de te donner la notion de grandeur ailleurs. C'était tout. D'accord. C'est ce que nous disions aussi en parlant justement de la multiplicité des partis politiques en France et aux États-Unis. Comparaison n'étant pas raison, honorable, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de partis que nous, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais on aurait quand même pu libérer aussi l'espace pour tout le monde. Nous avons combien de partis aujourd'hui? Peu importe, c'est l'animation de la vie politique. Oui, est-ce que c'est d'une loi? Nous avons 3 partis au moins à l'Assemblée, et il y a d'autres qui sont là. Donc, nous avons plusieurs partis, et tous les partis ne sont pas de même obédience. Nous avons les démocrates qui jouent bien leur rôle d'opposition aujourd'hui. Or, la vitalité d'une démocratie, c'est qu'il y ait des voix qui ne soient pas toujours des voix toujours concordantes, qu'il y ait des voix qui tentent de critiquer, mais de façon positive, pour améliorer ce qui se fait. Alors, si vous le permettez, nous allons parler maintenant de la vie de l'Union progressiste de renouveau au sein de l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'autres partis, d'autres formations politiques à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous êtes député de cette législature, membre du bureau politique, 2e secrétaire parlementaire. Est-ce que l'Union progressiste de renouveau à la date d'aujourd'hui peut se dire fière de sa participation à la vie parlementaire? Bien sûr. Nous sommes tout à fait satisfaits de la vie parlementaire actuellement en cours, puisque la première session qui est ouverte le 13 avril a été bouclée le 12 juillet dernier, puis ensuite nous avons eu 2 autres sessions extraordinaires et la dernière est terminée le 19 juillet. Et il y a eu, du point de vue des dispositions et du règlement intérieur de l'Assemblée, les 2 pôles d'activité qui sont les nôtres. Nous avons travaillé par rapport à ces 2 pôles d'activité, la production législative et le contrôle de l'action gouvernementale.
Et de ce point de vue, la participation aussi bien de l'Union progressiste, le renouveau, que celle du bloc républicain ou des démocrates, la participation de tous, de mon point de vue, a été très appréciée. Par qui? Nous avons des résultats qui sont là. C'est parce que les démocrates disent. Non, comment? Ils n'apprécient pas, c'est pas ce que les démocrates disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'apprécient pas la façon dont vous gérez l'Assemblée nationale. Comment? Ils n'apprécient pas la confiscation que vous faites des commissions de l'Assemblée nationale. Ils n'apprécient pas ce que vous leur avez fait par rapport au bureau de l'Assemblée nationale. En fait, ils ont le sentiment d'être les parents pauvres de l'Assemblée nationale. Non, vous voyez, à l'Assemblée nationale, oui, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que prévoient les tests. Les tests ont prévu l'exclusion? Attends, non, les tests n'ont pas prévu l'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Pourquoi vous avez... Non, il n'y a pas d'exclusion. Au niveau du bureau, les démocrates sont représentés. Le deuxième vice-président, il est démocrate. On sait ce que c'est. En fait, c'est une portion congrue. On sait ce que c'est comment? Oui. Comment? C'est une portion congrue. C'est un peu comme pour dire... Mais ils sont de la minorité. Ils sont de la minorité parlementaire. Donc, dans ces conditions... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais le BR également se réclame la minorité parlementaire. BR de la minorité. Il y a combien de minorités finalement? BR a deux représentants. Alors, donc, minorité parlementaire. Donc il y a deux minorités parlementaires à l'Assemblée? Oui, il y a deux minorités parlementaires et une majorité parlementaire. Et donc la majorité prend tout, c'est ça? Non, mais la majorité pourrait prendre tout, mais on a considéré. Puisqu'en fait, si la majorité. Nous avons deux minorités et une majorité. Mais nous avons la majorité présidentielle, constituée de l'Union progressive, le renouveau, et du bloc républicain. À partir du moment où nous sommes de la majorité présidentielle, nous pouvons faire des concessions à notre niveau. C'est ça le jeu politique. Vous voyez, nos collègues et amis démocrates. Du parti Les Démocrates, oui, ils ont joué leur jeu, soit, mais ils ont fait des recours par la suite, mais la Cour a tranché et finalement on est revenu à ce qui était prévu au départ. Parce que si on avait mal fait, la Cour aurait rejeté. Alors, donc, vous voyez que ça se passe bien. Hein. Il y a les tests qui sont là. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que les tests prévoient et on tient compte des intérêts et des enjeux politiques. Nous sommes un parti, aujourd'hui, leader. Nous devons travailler avec les autres. Et moi, j'apprécie la participation des démocrates au débat parce qu'il faut des débats enrichis. Et c'est ça qui fait la vitalité de la démocratie. Donc, finalement, la mouvance présidentielle a compris que le Parlement devrait être pluriel et non monocolore. Finalement, vous l'avez compris. Vous connaissez un Parlement monocolore? Moi, je ne connais pas le Parlement que nous avons aujourd'hui, n'est pas un Parlement monocolore. Précédemment, le Parlement qui était là, celui que vous avez remplacé, était à 100% de la mouvance présidentielle. Donc aujourd'hui, il y a un intérêt à avoir une diversité de voix dans ce Parlement. Vous savez, nous avons envisagé un processus de réforme du système partisan. Oui. Et je crois que c'est le moment de saluer tous les acteurs politiques, surtout nos aînés, qui ont compris qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire avancer les choses. Et ont compris qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une mutualisation des efforts. Et à partir de ce moment, il y a eu, bien sûr, des ratés. Et dans l'évolution de tout processus de communauté humaine, il y a toujours des ratés, il y a des bas, des hauts. Donc ce qui s'est passé, et nous avons eu la 8e législature, bon, ça c'est dans notre histoire. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des changements structurels. La preuve, ce que nous avons aujourd'hui du point de vue changement structurel, depuis que le président Talon est intervenu au pouvoir, ça a été une suite logique. Si l'Assemblée est de nature à bloquer les actions du gouvernement, ça rejaillit forcément sur les performances économiques, les performances de développement et autres. Donc, il y a eu la 8e législature, qu'on l'appelle l'Assemblée monocolore ou non, elle a travaillé pour faire avancer le pays. Et c'est le résultat qui compte en réalité. Il y a quel résultat? Mais vous voyez les changements que nous avons aujourd'hui? Lequel? Est-ce que c'est du fait de l'Assemblée? Comment? Est-ce que c'est du fait de l'Assemblée? Mais bien sûr. Comment? Expliquez-nous, parce qu'on veut bien comprendre. L'Assemblée contrôle l'action gouvernementale, vote les lois, et puis c'est tout. Mais tout se fait par rapport aux lois qui sont votées. Je vous donne un exemple aujourd'hui. La gestion foncière dans le pays. Oui. S'il n'y a pas eu un code qui a été voté et qui est favorable à ça, vous pensez qu'on peut faire les aménagements qu'on est en train de faire à Cotonou d'ici jusqu'à Ouida et autres? Ce n'est pas possible. Donc,
l'Assemblée est un pilier fondamental pour donner les moyens nécessaires au gouvernement pour travailler. Mais ce qu'on reprochait à la précédente législature, c'est que les lois étaient votées sans débat. Ça passait comme une lettre à la poste. C'est comme si, on était là juste pour accompagner une action. Voilà. Vous voyez, mais aujourd'hui, il y a des débats et vous vous en réjouissez. Oui, en fait, moi, je ne peux pas juger, hein, je ne peux pas entrer dans le fond par rapport au jugement de ce qui s'est passé, parce que je n'étais pas à la 8e législature. Mais ce que j'ai constaté en tant qu'acteur politique, c'est que la contribution de la 8e législature a permis au gouvernement d'opérer des changements structurels importants pour le pays. D'accord. Alors, à partir de ce moment, je crois, la qualité des lois, si vous pensez qu'il y a eu des lois votées au niveau de la 8e législature qui n'ont pas été de bonnes lois, c'est sûr qu'elles vont revenir et nous allons aviser. Parce qu'un pays, ça évolue. Et il y a des améliorations toujours substantielles qu'il faut opérer. C'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Celui qui agit peut se tromper. Et quand on se trompe, on refait. D'accord. Alors, vous avez parlé du Parti des démocrates. Monsieur le député Rouinsa, dites-nous aujourd'hui comment vous appréciez la participation de ce parti à la vie parlementaire, l'animation du Parti des démocrates de la vie parlementaire. Je vous ai déjà dit que nous travaillons très bien à l'Assemblée. Il n'y a pas de blocage, pour ainsi dire. Mais ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que la vitalité des débats de la démocratie au niveau de l'Assemblée, c'est à travers, disons, des débats contradictoires qui permettent d'enrichir un certain nombre de choses. Il y a eu, je vous donne un exemple par exemple. Il y a eu un député des démocrates, du Parti des démocrates, qui a posé une question d'actualité sans débat sur le tarif de péage dans une localité de Natiting. Alors, ça a permis aussi bien à un certain nombre de députés ou aux députés des démocrates, à nous-mêmes et à l'opinion publique de comprendre comment c'est fixé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et les explications qui ont été apportées par le gouvernement ont permis de comprendre qu'il n'y avait pas deux poids, deux mesures, parce que le problème qui a été posé, cela a été posé comme s'il y avait deux poids, deux mesures. Est-ce que vous voyez? Ils ont joué leur rôle, le gouvernement qui a été interpellé a joué son rôle, et puis tout le monde a compris. Donc moi j'estime que les démocrates, ils font leur travail, ils sont dans leur rôle. Mais le moins que je puisse dire, c'est quoi? Allez-y, monsieur le député. C'est que chacun de nous, en tant que député, est élu pour porter la voix dans une certaine perspective politique. Nous qui sommes des députés de l'Union progressiste, le Renouveau, nous avons reçu un mandat pour faire un travail. Eux aussi, ils ont reçu un mandat pour faire un travail. Donc, en fin de compte, il ne nous revient pas à nous d'apprécier leur performance. C'est les électeurs qui les ont élus qui vont apprécier leur performance à l'aune des résultats qu'ils auront obtenus en fin de mandat. Mais ils sont minoritaires. Alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a le rapport de force. Vous voyez, non, en réalité, on peut être minoritaire et avoir des positions qui amènent à infléchir celle de la majorité. Dans la configuration actuelle, mais bien sûr, si le problème posé est pertinent et tout le monde sait, on va tous y aller. Donnez-nous un exemple, parce que jusque-là, ça n'est jamais arrivé. Il n'y en a pas encore. Si les démocrates... Non, vous savez, ce qu'on appelle l'œuvre... Ça, c'est une parenthèse que je veux. Ce qu'on appelle l'œuvre de génie, c'est quoi? Le génie, c'est celui qui voit, lui seul, ce que les autres ne voient pas. Donc, les démocrates, en tant que minoritaires, ils peuvent voir ce que nous, la majorité présidentielle, nous ne voyons pas. Et à partir de ce moment, si c'est pertinent, nous prenons en compte pour l'évolution du pays, l'intérêt du pays. Nous sommes là pour l'intérêt du pays. Bien sûr. Mais bien sûr, on est là pour l'intérêt du pays. Vous êtes là aussi pour l'intérêt d'une majorité. Ah bien sûr que oui. D'un pouvoir politique. Et ça peut ne pas être l'intérêt du pays. Donc nous sommes là pour l'intérêt du pays, l'intérêt des populations. Et nous portons leur voix et nous défendons leurs intérêts pour que le gouvernement puisse les prendre en compte dans les actions de développement. D'accord. Alors, nous avons également annoncé dans cette émission, monsieur le député David Godonou-Rouinsa, une question d'actualité, notamment la situation au Niger, à notre voisin du Niger. Le Parti des démocrates, justement, vient d'interpeller le gouvernement à travers 19 questions. Est-ce que vous avez lu les questions de vos amis des démocrates? Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est fondé ou pas? Est-ce que c'est pour l'évolution du pays? Est-ce que c'est pour l'intérêt des populations ou pas? Bien, merci. Et la crise politique, si je peux m'exprimer ainsi, intervenue au Niger le 26 juillet dernier, est une crise qu'on pourrait considérer comme dommageable pour l'évolution du système démocratique dans notre sous-région. C'est vrai que l'interruption d'un ordre constitutionnel par l'intervention d'une force armée n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter. La preuve, nous au Bénin ici, on a connu une période dramatique, pour ne pas dire triste, de coup d'État. Et depuis 1990, nous avons tourné dos à ça à travers notre constitution qui recommande que ceux qui vont gérer le pays, gouverner le pays, soient élus. Donc, pour nous, le coup d'État n'est pas acceptable. C'est clair, c'est net. Il y a eu donc cette intervention. Je peux dire de façon un peu ramassée qu'un coup d'État, quand ça intervient, c'est toujours à la suite d'un certain nombre d'événements. Je ne suis pas nigérien, mais j'apprécie puisque je connais un peu la situation. D'accord. Et lorsqu'on sait que le premier responsable de ce coup est le chef de la garde Républicaine. alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au cœur du pouvoir. Quelle que soit la crise, quelle que soit la situation, il est important qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un processus diplomatique qui permette de régler les situations pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Les résolutions prises par la CEDEAO, pour nous, sont des résolutions tout à fait justifiées, puisque ces résolutions visent le retour à l'ordre constitutionnel. Et lorsqu'on dit retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une crise, un problème, les acteurs concernés se mettent ensemble, discutent, ils trouvent un moyen pour que celui qui doit gouverner soit élu par les urnes. Les exemples que nous connaissons ailleurs, c'est des exemples pour lesquels la CEDEAO a souvent tiraillé sur la période de transition, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le cas d'espèce, on n'est même pas encore là, c'est rétablir l'ancien président qui est élu. Et vous y croyez? Ce n'est pas à croire ou à ne pas croire. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans une situation difficile au niveau du Niger. Pourquoi je dis ça? Si vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, parce que j'ai écouté des choses à l'extérieur, certaines communautés vivant en France se trouvent aujourd'hui concernés par la crise parce qu'ils disent si les accords d'exploitation de l'uranium étaient interrompus, ça va jouer sur la fourniture de l'énergie en France. Donc ça veut dire qu'ils se sentent concernés par ce qui se passe ici. Les Nigériens se sentent aussi concernés et aussi que les Béninois parce que la fermeture des frontières ici. Vous voyez ce que ça fait à Malanville? Donc tout le monde est concerné. Or, si on ne faisait rien pour régler ça de façon diplomatique et avec le dialogue, les conséquences, c'est beaucoup plus les populations, aussi bien ici que d'ailleurs, Nigériens, dans la sous-région que d'ailleurs, qui vont en souffrir. Donc vous êtes pour l'intervention militaire? Non, ce n'est pas ça du tout. J'estime que c'est le dialogue et la diplomatie qu'on doit privilégier. La preuve, la réunion du 10 août des chefs d'État, bien qu'ils aient maintenu les sanctions, ils ont décidé d'activer la force, ils ont dit engager les discussions. Ça veut dire que la position de la CEDEAO a une position qui va aujourd'hui dans le sens
de la diplomatie et du dialogue. Mais depuis quelques heures, les chefs d'état-major des armées des pays concernés... Chacun joue son rôle dans ça. Chacun joue son rôle. La CEDEAO joue son rôle. Les acteurs qui vont travailler pour le dialogue, la diplomatie vont jouer leur rôle. Et nous espérons que le dialogue et la diplomatie vont s'imposer pour que la paix revienne dans la sous-région. Parce que si ce n'est pas ça, ce ne serait bien pour personne. Monsieur le député, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais vous n'avez pas répondu à ma question concernant l'interpellation du gouvernement sur cette situation. L'interpellation du gouvernement, en fait... Parce que le Parti des démocrates... L'interpellation du gouvernement, nous n'allons pas l'apprécier parce qu'ils sont dans leur position. Oui, mais les démocrates ont dit, est-ce que, quand on lit les questions posées, les démocrates, les partis, les démocrates nous disent clairement qu'on ne peut pas engager notre pays dans une guerre, s'il faut appeler les choses par leur nom, sans passer par le Parlement, par exemple, sans que vous n'ayez donné votre avis sur la question. Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste parce qu'en réalité, nous avons clôturé la deuxième session extraordinaire le 19 juillet. L'intervention militaire est intervenue le 26 juillet. Le coup d'État. Le coup d'État. Donc l'Assemblée est en vacances. D'accord? Il y a des procédures de saisine de l'Assemblée par le gouvernement. Est-ce que ça a été fait? Attendez, s'il vous plaît. Alors, si l'Assemblée est saisie, le président de l'Assemblée soit va saisir le bureau ou la conférence des présidents et on va décider d'organiser une session extraordinaire. À la date d'aujourd'hui, nous ne sommes pas invités à nous réunir, ni le bureau, ni la conférence des présidents. Donc, je peux dire, pour ce que je sais, jusqu'à cette heure, que l'Assemblée, à ma connaissance, n'est pas encore saisie. Alors, si l'Assemblée n'est pas encore saisie, c'est que le président de la République, il prend les dispositions qu'il doit prendre dans le concert de l'organisation régionale. Mais ce qu'il doit faire, il le sait très bien. Vous vous rendez compte après, c'est ça? Est-ce qu'on vous a dit que l'armée béninoise est intervenue? Parce que la loi dit, l'article 101 de la Constitution dit bien la déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. Donc le président le sait. S'il ne l'a pas fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais non, moi je fais la lecture de ce que j'ai ici. L'armée est mise en alerte quand même. Ce n'est pas moi qui peux mettre l'armée en alerte. Celui qui peut mettre l'armée en alerte, s'il vous a dit qu'il a mis l'armée en alerte, ça va. Moi je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'Assemblée n'est pas saisie. Et le président, il sait très bien. Il respecte la Constitution, il respecte les dispositions constitutionnelles. Donc, s'il va faire quelque chose, il va le faire suivant les règles constitutionnelles. Donc, nous n'allons pas vite en besoin. Mais les députés ont également posé la question. Mais en fait, ils savent très bien, nos amis les démocrates savent très bien que l'Assemblée n'est pas saisie. Et que s'il devrait y avoir une intervention de l'armée béninoise, l'Assemblée devrait être saisie. Mais ils sont dans leur jeu. D'accord. Mais ils ont également demandé les dispositions qui sont prises pour la communauté béninoise au Niger. Les Français rapatrient leur communauté, les Américains rapatrient leur communauté. Mais vous savez... nous ne rapatrions pas notre communauté. Non, vous savez, rapatrier les Béninois au Niger, ce serait, à mon avis, pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Pourquoi je dis ça? Moi, je connais le Niger. Vous pouvez vous imaginer la communauté, l'importance de la communauté béninoise au Niger qu'il faut rapatrier. Le Niger, c'est comme une partie du Bénin. Le Bénin, c'est comme une partie du Niger. Nous sommes concernés. Donc, on ne peut pas envisager un rapatriement. Ce que nous devons faire, c'est d'engager les voies diplomatiques, de dialogue, de persuasion, pour que la paix règne, revienne au Niger. On ne peut pas. Combien de Béninois vous pensez que vous allez rapatrier? Ce n'est pas comme on a quelques personnes en Tunisie ou en Algérie, ainsi de suite. Imaginez-vous qu'il y a un problème en France. On va dire qu'on va rapatrier tous les Béninois d'origine. Ceux qui sont Béninois, même qui ont la nationalité française, qui sont Béninois en France, on peut les rapatrier? Voyez. Donc, c'est quand même pas
à l'ordre du jour, à mon avis. D'accord. Alors, monsieur le député David Godonou-Ouessa, nous allons commencer certainement par atterrir. On va étudier les rapports de votre parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau, avec les autres formations politiques. Est-ce que ça va très bien? Vous discutez avec le BR, vous discutez avec Morel, est-ce que vous discutez avec l'UDBN et tout le reste? Quels sont vos rapports avec les autres partis politiques? Nous avons de très bons rapports avec tous les partis politiques, sans exception. Les démocrates, ils ont fait le Conseil national la dernière fois pour Nouveau. L'Union progressive, le Renouveau, y était, on a participé. On a été invité, on a participé. Nous avons de très bonnes relations avec... On vous a invité, vous n'auriez pas pu dire non, quand même. Ah, non, c'est-à-dire que si on a de bonnes relations, il n'y a pas de quoi ne pas y aller. En fait, la vitalité de la démocratie, la contradiction n'est pas l'opposition, n'est pas le fait de ne pas se supporter. Hein? Ce n'est pas le fait de ne pas se supporter. On peut être dans l'opposition et avoir des idées constructives sur lesquelles nous allons travailler. Donc, nous collaborons aussi bien avec le BR qui est de la majorité présidentielle que les démocrates et les autres partis. Nous n'avons pas de problème, nous collaborons très bien. La preuve, c'est que si vous allez sur le terrain, il y a des tendances des autres partis, il y a beaucoup de militants des autres partis qui nous ont rejoints lors des dernières élections. De quel parti, par exemple? Il y en a beaucoup. La plupart des partis, on a eu des gens qui sont venus d'un peu partout. Donc, mais vous avez de bons rapports. C'est ça qui a donné les résultats que nous avons. Je ne vais pas les citer, mais c'est ça qui a donné les résultats. Vous avez de bons rapports avec les autres partis politiques, mais vous n'hésitez pas à prendre leurs membres. Non, ce n'est pas prendre leurs membres, je parle de la vitalité. C'est pour dire que nous avons un idéal qui est un idéal porteur. D'accord? Mais dans le même temps, nous entretenons de très bonnes relations avec les autres partis pour que le Bénin soit bien animé au plan politique. Si nous n'avons pas de bonnes relations avec les autres partis, l'animation de la vie politique va s'en ressentir. L'animation de la vie politique va s'en ressentir. Donc nous avons de bonnes relations avec tous les partis politiques qui sont les partis agréés, reconnus comme tels. D'accord. Comment vous appréciez aujourd'hui la politique diplomatique du chef de l'État au sein de l'Union progressiste, le Renouveau? À un moment donné, tous les Béninois ont remarqué que le Bénin s'est refermé sur lui-même, on peut le dire comme ça. Depuis un moment, on a vu que ça bouge un peu. Comment vous appréciez ça au niveau de votre parti politique? Vous savez, la diplomatie est souvent vue par rapport à la coopération. D'accord? Il y a toujours une guerre larvée au niveau sectoriel entre ce que nous appelons ministère des Affaires étrangères, de la coopération, ministère du Plan et ministère de l'économie. Oui. Toujours une guerre larvée entre les trois secteurs. Mais, et là j'en viens au mimétisme. Le découpage des secteurs, souvent, on le fait en prenant en compte ce que les autres nous imposent. Et ça a été une différence fondamentale que le président Patrice Talon a opérée à partir de 2016, où nous sommes venus à 20 et quelques ministères, au lieu de 30 et quelques ministères. Donc, on a recentré. Mais quand on a recentré, il y a eu, les trois ministères sont restés comme tels, d'accord? Mais du point de vue de la vitalité de la mobilisation des ressources, lorsque vous allez mobiliser des ressources au niveau de la coopération, vous pouvez avoir les fonds qui arrivent, d'accord, à un niveau donné. Mais ces fonds arrivent, vous allez au ministère des Finances, et ces fonds ne sont pas pris en compte dans ce qu'on appelle le CDMT, le cadre de dépenses à moyen et long terme. Donc vous avez des fonds que vous ne pouvez pas utiliser. Or, si le ministère des Finances était associé en amont aux dispositions de coopération, en ce moment, tout ce qu'on est en train de mobiliser entrerait dans le CDMT et on va faire les améliorations au fur et à mesure. Donc le fait que la coopération soit détachée des affaires étrangères pour être au ministère des Finances et de l'économie, c'est une très bonne chose qui améliore, qui rend plus fluide la mobilisation, qui accélère
les choses. Mais on ne comprend pas. Mais c'est que désormais, les diplomates ont deux tutelles. Le ministère des Affaires étrangères. Non, et les diplomates n'ont pas de tutelle, ils ont une seule tutelle. Donc les ambassadeurs savent désormais qu'ils doivent rendre compte aussi bien au ministre de l'économie qu'au ministre des Affaires étrangères. Non, vous savez ce qui se passe dans les ministères généralement. Quand vous n'avez pas l'essence du secteur, vous ne vous sentez pas prépondérant dans les assises. Aujourd'hui, la coopération est au ministère des Finances. Quand on va vouloir mobiliser les ressources, les représentants du ministère des Affaires étrangères sont là pour servir de courroie. Celui qui va gérer les fonds, c'est-à-dire celui qui va cadrer, planifier la gestion des fonds, il est là, il reçoit et il voit en même temps. Donc, il n'y a pas de tutelle. Pas du tout. Les diplomates sont dans leur rôle de négociation et à un niveau donné, les autres, ils sont là, ils prennent la relève et puis ça y est. Il n'y a pas du tout de tutelle pour les diplomates. D'accord. Monsieur le député, nous allons atterrir maintenant. Nous avons passé quand même plus de 50 minutes déjà à discuter. Je veux rappeler à tous nos téléspectateurs et à nos auditeurs que nous avons parlé de la vie au sein de votre parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau, les différentes réformes qu'il y a eu récemment, notamment les aménagements du 12 août dernier. Nous avons parlé également de votre participation à l'animation de la vie parlementaire, puisque vous êtes député, votre parti est majoritairement représenté à l'Assemblée nationale. Et vous vous êtes prononcé aussi sur la situation au Niger, la crise au Niger. Vous nous avez rassuré que le président n'a pas encore saisi l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'engagement militaire de notre pays. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter en termes de conclusion? Parce que le moment est venu maintenant pour vous de conclure notre entretien. Nous vous remercions pour nous avoir donné l'opportunité, non seulement de parler de l'Union progressiste, le renouveau, du point de vue de son évolution, du point de vue des aménagements en cours et des perspectives, mais aussi de la vie parlementaire, de la vie politique béninoise et de la vie et de la politique internationale. Oui. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous pouvons être fiers, nous Béninois aujourd'hui, de nous sentir dans un espace politique animé aussi bien animé par un parti d'opposition et une mouvance, ce qui nous permet d'avoir une très bonne vitalité. Et de ce point de vue, nous estimons que la contribution que le Parlement va apporter au gouvernement est une contribution essentielle pour que les efforts en cours, les réformes en cours portent essentiellement leurs fruits. Et nous estimons aussi que dans le concert de notre majorité, nous continuerons d'avoir les concertations nécessaires pour que notre contribution au pays continue d'aller de l'avant. Vos concertations nécessaires peuvent également avoir une influence sur 2026. Est-ce que si la majorité... nos concertations dans la majorité présidentielle nous permettraient de continuer à apporter notre si la majorité effective si la majorité présidentielle décidait d'un ticket pour 2026 qui ne soit pas celui de l'UPR. Nous sommes disciplinés dans notre famille politique et quand nous allons décider, ça marchera. Donc l'UPR, il y a des gens, et ça je vous pose cette question rapidement, il y a des gens qui à un moment donné ont pensé à une fusion entre l'UP et le BR. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Bien sûr? Non. C'est vous qui décidez ou... Non, ce n'est pas moi qui décide. Si celui qui doit décider... Pourquoi vous voulez qu'il y ait fusion? Le BR existe, oui. Le BR a fait l'amélioration de ses statuts, oui. Le BR a fait ses organes. Aujourd'hui, nous avons fait les nôtres, les démocrates sont là, il n'y a pas de fusion en perspective. Mais si quelqu'un décide que les deux se mettent ensemble, vous ne pourrez rien. Non, nous n'en sommes pas encore là. Ok, donc quand vous allez en arriver là, ça pourrait arriver. Nous ne sommes pas... Laissez l'ouverture. De toute façon, nous n'en sommes pas là. Oui. Si c'était nécessaire, on le fera. Mais nous allons discuter, savoir que c'est nécessaire, on le fera. Si c'est pour l'intérêt du pays, il n'y a pas de problème. Ce qui est important pour nous, c'est l'intérêt du Bénin. C'est le Bénin qui compte d'abord. Ce n'est pas Pierre, Paul, Jacques. C'est le Bénin qui compte. Et tant que c'est le Bénin qui compte, du nord au sud, et de façon indivisible, et de manière équitable, sur toute l'étendue du territoire, c'est le Bénin qui compte. Si c'est le Bénin, nous sommes prêts pour partir. Et nous irons.
Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le député David Godonou Ouensa. Vous êtes deuxième secrétaire parlementaire. Vous étiez l'invité de notre émission, l'entretien du dimanche sur Eden Télévision et Diaspora FM. Merci pour votre disponibilité. J'espère pouvoir vous retrouver très bientôt sur d'autres sujets. Merci, mon cher, et j'espère aussi être votre invité très prochainement. Merci. Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, c'était 52 minutes en votre compagnie pour parler justement des questions politiques, des questions qui engagent notre pays. Merci pour votre aimable attention. Prenez rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Bon appétit à chacun et à tous et à dimanche prochain.